Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo qui va suivre, ça va être la deuxième partie de questions et réponses en rapport avec le Japon. Si vous n'avez pas vu la première partie de questions et réponses de mon ami Romain et moi, vous pouvez aller voir ici en cliquant là. Il y aura aussi un lien dans la description en bas. Alors, allons-y! J'ai envie de dire par rapport à ce que je vois tous les jours avec ma maman japonaise, donc Harumi, c'est le travail avant tout, du lundi au samedi. Elle part le matin de la maison à 6h45 pour rentrer le soir en général vers 20h. Au-delà de ça, c'est les sorties entre amis qui ont quand même une place importante, notamment vendredi soir, samedi soir, où elle est avec ses copines de façon générale. Hein. C'est vraiment les hommes entre eux, les femmes entre elles de façon générale. De ce que je vois, les dimanches, j'ai été voir la floraison des cerisiers avec elle à Shizuoka, donc la floraison de la première de l'année, donc qui se passe à 2h30 de Tokyo environ. Régulièrement le soir, on va également dans la salle d'arcade jouer un petit peu à des jeux de danse ou je ne sais quoi encore, de tambours qui ont beaucoup de succès ici, ou encore même le karaoké. Donc voilà, le mode de vie, je trouve beaucoup plus vivant que ce qui peut se passer en France pour les personnes de 30-40 ans qui vont aller faire un repas dehors de temps en temps. Voilà, dès que j'ai l'occasion de lui proposer quelque chose, en général, elle se jette dessus, et puis voilà, on passe vraiment des moments agréables, donc voilà, avec elle qui se situe, voilà, donc plus dans les 40 que dans les 30 ans, mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce mode de vie. Bon, celle-là, ça va être la question de ma maman. Donc, parce que je me souviens, elle m'avait essayé de me l'écrire en anglais. En fait, oui, c'est sûr qu'il y a des cinémas, comme dans tout autre pays, il y a des cinémas. Oui, il y a des musées. Donc, un des musées que je t'avais parlé, que j'avais été le musée des ramen, qui est situé à Yokohama. Puis, pour les cabarets d'humour, oui, j'imagine que oui. Je suis jamais y allée en tant que telle. J'ai aucune idée où, mais probablement que oui. Ils en ont. Pour notre question, maman, oui, cinéma, musée, cabaret d'humour. Ils en ont, et puis de rien. Quand je suis arrivé la première fois au Japon, donc il y a environ 2 ans, j'étais persuadé que tous les Japonais parlaient parfaitement anglais, qu'il serait très simple de discuter avec eux. Malheureusement, non. Au Japon, on parle japonais. L'anglais est très difficile de parler. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très difficile ici. Très peu de Japonais parlent anglais, français encore moins. Donc il faut vraiment avoir des bases en japonais si possible. Après, si vous ne parlez pas japonais, restez rassurés, il y a toujours possibilité de se faire comprendre avec des images, avec des logiciels de traduction, que ce soit sur le téléphone ou d'autres choses, mais c'est vrai que ne vous attendez pas à avoir des conversations très poussées avec les japonais dans un premier temps, puisque les japonais qui parlent anglais sont encore très rares, puisque l'anglais est une langue très différente du japonais, contrairement à l'anglais par rapport au français. Donc c'est vrai que pour beaucoup de japonais c'est difficile, et le Japon de façon générale est un pays qui était très fermé pendant très longtemps, qui s'autosuffisait, et donc à partir de là c'est vrai que l'apprentissage d'une deuxième langue n'était pas forcément nécessaire, donc voilà, pour les langues malheureusement c'est pas forcément le pays où il faut venir si vous voulez pas vous lancer dans le japonais assez rapidement pour vous intégrer avec les japonais. Ça va être difficile de trouver ce que j'ai moins aimé. Après, sur ce que j'ai aimé, moi, ça a été dès ma première arrivée au Japon, c'est la gentillesse des gens qui ont beau ne rien comprendre à ce que vous dites, puisque comme je le disais un peu avant, l'anglais c'est compliqué. Au Japon, ils vont pas vous lâcher tant qu'ils n'ont pas compris ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable quand je vois comment en France, la personne qui vous comprend, vous lui demandez un pauvre petit renseignement, vous vous faites envoyer balader. Contrairement à ça, au Japon, les gens sont avec vous, vont vous accompagner jusqu'à l'endroit que vous recherchez.
Et donc à partir de là, vraiment voilà, une population incroyable, des lieux fabuleux, que ce soit, voilà, on est au centre de Tokyo, au milieu des buildings, mais on va trouver un jardin traditionnel, on va trouver un temple, un sanctuaire, dans un autre quartier très connu qui s'appelle Harajuku, pareil, donc c'est un quartier super central, vraiment où le prix du mètre carré atteint des sommets à Tokyo, et on a une forêt, la forêt Yoyogi, juste à côté, un jardin traditionnel, un temple, enfin c'est incroyable, c'est vraiment le Japon comme je l'aime, c'est-à-dire des contrastes énormes de partout. De la même façon, une culture très très spéciale que j'aime jour après jour. J'ai la chance d'être un petit peu connu au Japon suite à des émissions que j'ai pu faire sur TV Tokyo. À partir de là, c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant, quand je me déplace au Japon, de mettre un petit statut sur Facebook en disant bah tiens, ce soir je suis à Kobe, qui est-ce qui voudrait m'héberger ou passer un moment avec moi ou autre. Sur le dernier Noël, je me suis quand même retrouvé chez une japonaise, essayer de passer Noël chez un Français. Le 24 décembre au soir, je suis pas sûr que ça fonctionne. Au Japon, simple statut Facebook, et je me suis retrouvé dans un repas de fête avec des Japonais. À Kobe, j'ai passé mon nouvel an de la même façon. Les Japonais sont vraiment très accueillants, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans certaines croyances, notamment en France. Donc voilà. Après, ce que j'ai peut-être un petit peu moins aimé, c'est que des fois ils vont un petit peu loin dans les coutumes, c'est-à-dire le fait de se moucher est très mal vu, par exemple au Japon. Donc se moucher en public, à éviter. C'est vraiment, c'est comme si vous partagiez vos microbes avec les autres. Donc dès que vous êtes un petit peu malade, c'est porter un masque pour ne pas partager ces microbes. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Mais le concept de voilà, pas pouvoir se moucher, le fait de planter ses baguettes dans le riz, c'est un rite funéraire. Donc pareil, on plante jamais ses baguettes dans le riz, on déplace jamais de nourriture de baguette en baguette. C'est pareil, c'est un rite funéraire. Alors après, de dire que ça me plaît pas, c'est des croyances, c'est des rites, donc à partir de là, c'est comme nous, ce qu'on pourrait avoir en France, mais c'est vrai que c'est des trucs que je trouve un petit peu, qui vont un petit peu loin, et puis il fallait bien trouver quelque chose à dire dans ce que j'aime moins, parce que c'était la question. Mais après, sinon j'aime tout, faut être honnête. Ce que j'ai aimé et moins aimé, c'est que... En fait, c'est difficile, hein. C'est tellement une culture tout à fait différente du Québec. Et puis les gens, je pense que c'est les gens que j'aime beaucoup ici en fait. C'est que ils sont tellement gentils avec vous. Ils sont hyper gentils. Oui, c'est vrai, ils sont très timides aussi. Mais je dirais ce que j'aime pas, c'est que la plupart des rues, les rues sont petites, les magasins sont plus petits. En parlant du vidéo d'avant, en parlant de ce qui est différent pour les magasins, je dirais que, en fait, les magasins, oui, les supermarkets, les épiceries sont plus petits, ce qui est un peu stressant avec la population qu'il y a ici au Japon. Mais pour ce que j'aime, c'est vraiment les gens. Les gens sont super gentils. C'est moins dangereux, je dirais, que le Québec. Mais c'est sûr que faut pas s'attendre aussi à exagérer sur la chose en disant « Oh, mais c'est pas dangereux! » C'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent. Oui, ici, il y en a des meurtres. Oui, ici, il y en a des bandits. Comme tous les autres pays, c'est sûr que ça peut être dangereux, mais si je compare avec l'Amérique du Nord, c'est beaucoup moins dangereux. Et c'est une des choses que j'aime ici, c'est que oui, je peux sortir tard la nuit, tard en disant par exemple 23h et aller chercher mon mari qui est à la station de train sans me faire agresser ou quelque chose comme ça. Ne pas dire qu'au Québec ça peut ne pas arriver ou comme que ça peut arriver, ça n'arrive pas tous les jours aussi, à tous les jours. C'est que en fait c'est juste moins dangereux tant qu'à moi ici. C'est ça. J'ai la chance d'être
au Japon, vous le savez, donc déjà au Japon on trouve à peu près tout de partout. D'autant plus je suis dans le centre de Tokyo, donc j'ai des convenience stores tout proches, donc ces magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24, où on peut trouver de la nourriture, de l'alcool, même des petits cadeaux, des cigarettes. Donc voilà, 24 heures sur 24, ouverts, donc n'hésitez pas à embêter si vous voulez aller chez un ami assez tard, vous pouvez toujours trouver quelque chose à offrir ou à prendre. Également proche de chez moi des karaokés, puisque ça a une place quand même super importante dans la culture japonaise, enfin, de ce que j'en vois dans tous les cas, et on en trouve à tous les coins de rue. Et puis entre amis, vraiment c'est la sortie commune, c'est aller au karaoké, passer une soirée, voilà. Salle d'arcade aussi, pas très loin, les fameuses Taito Station qu'on trouve un petit peu de partout au Japon. Le métro, juste en face de chez moi, très pratique également, pour être en 5 minutes à Shinjuku. Donc voilà, l'avantage au Japon, c'est qu'on a vraiment tout de partout. Un petit peu dommage, les trains qui finissent très tôt au Japon, en général à minuit, c'est la fin. Lorsque voilà, la plupart des choses sont ouvertes 24 heures sur 24, c'est un petit peu étrange. Mais sinon voilà un petit peu ce qui se trouve à côté de chez moi, ici à Shinjuku. J'habite dans la ville de Sagamihara, qui est dans la préfecture de Kanagawa, dans l'est du Japon. Et qu'est-ce qu'il y a à proximité de chez moi? En fait, pas beaucoup de choses, car j'habite pas dans les grandes villes comme Tokyo. Par contre, j'habite à 45 minutes de Tokyo environ, tout dépendant de où, Tokyo, en train. Qu'est-ce qu'il y a tout proche de chez moi? C'est qu'il y a des combini. Les combini, c'est des dépanneurs au Québec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la poste, le Japan Post. La poste du Japon est pas très loin d'ici. Et puis, j'ai aussi la station de train qui est à 5 minutes d'ici. Sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a le karaoké, et puis il y a un petit centre d'achat. Mais sinon, je conseille pas en tant que tel de passer une journée dans ma ville. Là. Ça peut être assez ennuyant. Par contre, j'habite pas très loin d'autres villes il y a des plus grandes, il y a plus de choses à faire. Donc, c'est plus à conseiller d'aller dans d'autres villes que ma petite ville ici. Par contre, c'est très calme. Moi qui n'aime pas vraiment les villes, des grosses villes, je préfère, si je vais à Tokyo, c'est vraiment juste pour visiter. Je serais pas prêt à aller vivre là, ça serait un peu plus une vie stressante pour moi. Donc, je dirais que j'aime ma ville dans le fond. Donc, peu importe si il n'y a pas beaucoup de choses en fait, c'est qu'il y a l'épicerie pas loin d'ici, puis je peux me débrouiller en fait avec ce que j'ai aux alentours de moi. Le japonais a 3 sortes d'écriture qui est le hiragana, katakana et kanji. Et puis je connais le hiragana, katakana et quelques kanji. J'apprends pas le japonais à une école ou avec des livres pour l'instant. Ce qui veut dire que je vais me procurer des livres bientôt et apprendre éventuellement encore plus par moi-même, ce qui est assez difficile. Mais je connais les hiragana et katakana, donc je peux lire, mais s'il y a des kanji, je pourrais pas arriver à lire un livre ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être stressant, comme que j'ai dit dans l'autre vidéo d'avant, que ça peut être stressant quand tu peux pas te débrouiller par toi-même. Je vais laisser Romain vous en parler plus en détail. Alors, l'hiragana katakana, évidemment, c'est la première chose qu'on apprend en arrivant au Japon, de préférence déjà les hiragana qui servent à écrire tout ce qui est mots d'origine japonaise, donc c'est-à-dire la majorité des mots bien entendu, que ce soit pour la nourriture ou autre, magoro par exemple pour le thon, on va l'écrire donc avec ma, gu, ro, et voilà, lorsque par exemple computer, donc l'ordinateur, vous en doutez, va être écrit en katakana. Katakana, donc pour tout ce qui est mots d'origine étrangère, et on en pique beaucoup à l'étranger, que ce soit à l'anglais, donc comme on vient de le voir pour l'ordinateur, pour la baguette de pain, baguetto. Donc voilà, tous ces mots, ça va s'écrire en katakana, puisque ça ne vient pas du Japon à la base.
Donc ça, assez simple, hein. Il y en a à peu près une centaine d'hiragana, une centaine de katakana, sachant qu'il y en a beaucoup en commun où on va lier, par exemple, donc ça fonctionne de façon très simple, hein. C'est A, I, U et O, donc c'est des sons de base, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, et si on reprend le Ki, on peut lui joindre le Kya, Kyu, Kyo, donc on rajoute un petit Ya derrière le Ki, et ça nous donne des nouveaux sons, donc de Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, on peut aussi créer Kya, Kyu, Kyo, Mia, Miu, Myo, Ria, Ryu, Ryo, etc. Et donc voilà, donc c'est des combinaisons assez simples. De la même façon, on prend le son Ki, on va lui rajouter deux petits traits en l'air, ça devient Gi. Donc au final, il y en a seulement une quarantaine à apprendre à peu près de chaque hiragana, katakana, donc ça peut se faire assez vite et en lisant régulièrement, on s'y fait très très rapidement. Pour les kanji, c'est une autre histoire. Il y en a plus de 50 000 qui existent. Bon, rassurez-vous, il ne faut pas en apprendre 50 000. Mais il faut en connaître à peu près 2300 officiels pour pouvoir lire un journal de tous les jours ou plus simplement voilà, se débrouiller dans la vie de tous les jours au Japon. Donc de 2300, vous en doutez bien, je ne les connais pas. J'en connais une petite centaine actuellement. Il y en a qu'on revoit très régulièrement, qui sont très simples à connaître, et il y en a d'autres qui ont des dizaines de traits, donc qui sont beaucoup plus compliqués. On trouve en revanche des clés communes sur les kanji, donc ce qui permet quand même de se repérer assez simplement en fin de compte. Et donc à partir de là, ce qui me semblait totalement impossible au début, jour après jour, je commence à reconnaître de plus en plus de kanji, des parties de kanji, donc par exemple la femme qu'on va retrouver de partout, la pluie, ame, donc qui est la base pour par exemple l'électricité, puisque ça fait le bruit un petit peu de la pluie, de l'orage, ou encore la neige. Il y a beaucoup de kanji en commun. Qui ont la même base, donc à partir de là c'est moins compliqué que ce qu'on pourrait imaginer, même si évidemment c'est beaucoup plus compliqué qu'une langue simple comme le français où voilà quoi, on a juste notre alphabet et puis après on crée les mots avec. On a des sons beaucoup plus compliqués en France, au Canada, mais au Japon, voilà, les sons sont simples et beaucoup de mots vont s'écrire de la même façon, d'où l'intérêt des kanji qui vont nous permettre, lorsqu'on n'a pas le contexte ou que c'est voilà, dans l'écriture, de savoir vraiment de quoi on parle. Puisqu'il y a beaucoup. Chaque kanji a une double écriture, enfin non, une écriture donc, du kanji, mais une double lecture, la lecture on-yumi, donc, qui est héritée du vieux chinois, et le kunyumi qui est l'origine japonaise. Et donc selon le placement ou l'utilisation du kanji, par exemple plusieurs kanji qui fonctionnent ensemble vont se lire en on-yumi, lorsqu'un kanji seul, avec une lecture avec des hiragana ou des katakana à côté, vont se lire en kunyumi. Et donc à partir de là, c'est un petit peu compliqué, et tout l'intérêt du kanji, c'est de différencier des sons similaires qui vont avoir un sens tout à fait différent. Donc, si la vie au Japon est plus coûteuse que la vie au Québec, en fait, je dirais que c'est quand même semblable, en fait. Mais la nourriture est beaucoup moins chère. C'est sûr qu'il va y avoir des choses que, oui, c'est plus cher que d'autres. Mais les boissons, ces choses-là, c'est vraiment pas cher, en fait. Donc, je dirais que c'est quand même assez cher. C'est sûr que si vous habitez en banlieue, Tokyo, les grandes villes, les appartements peuvent être plus coûteux. Mais si vous habitez ici, comme moi, en campagne, ça peut être moins cher, j'imagine. C'est sûr que vous pouvez avoir des appartements entre, je dirais, 250 $ jusqu'à aller à 1000 et plus dollars. Ça dépend où vous êtes situé, en fait. Et puis, c'est sûr que le salaire est beaucoup moins. C'est sûr que le salaire minimum est plus bas que celui du Québec. Donc, je dirais que c'est quand même assez semblable dans un sens, mais dans l'autre, c'est sûr que c'est vraiment... faut se priver de choses, en fait. C'est vraiment... ça dépend vraiment, comme j'ai dit, où c'est que vous habitez.
Évidemment, je conseillerais aux gens d'aller au Japon. Pour moi, c'était un rêve qui est devenu réalité, comme j'ai pu vous le dire aux questions précédentes. C'est une expérience fabuleuse, c'est des gens incroyables que je rencontre jour après jour. Et donc je ne peux que vous conseiller de venir au Japon pour des périodes les plus longues possibles, puisque les premières fois j'étais venu 1 semaine, 2 semaines, c'est très court pour avoir le temps de vraiment arriver dans la culture japonaise. En 1 semaine, on a le temps de faire le touriste, d'aller visiter des temples, des sanctuaires, de faire un tour à Tokyo, Kyoto ou encore Nara, mais ça ne permet pas vraiment d'entrer dans la vie japonaise. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre minimum peut-être 1 mois pour vraiment rentrer donc dans une famille, si vous avez la chance de trouver une famille japonaise dans laquelle vous pouvez habiter, ou sinon dans une auberge de jeunesse, ou des auberges étudiantes qu'on peut trouver assez facilement. À partir de là, voilà, découvrir la vie à la japonaise, les foules de Shibuya qui sont les plus grandes du monde, où personne ne va vous bousculer. Personne n'est stressé, ne va aller sur l'autre. Vraiment, c'est des choses qu'il faut voir pour comprendre et qui seront d'autant d'expériences incroyables à vivre et qui seront une expérience de vie superbe que vous pourrez partager par la suite. Vraiment, venez au Japon, vous ne le regretterez pas. 100% oui. C'est juste trop grandiose ici. La nourriture est vraiment bonne. C'est sûr que c'est vraiment différent que les repas du Québec. Mais si vous êtes des gens qui aiment faire des challenges, c'est juste trop bien ici. C'est sûr que l'été il fait très très chaud. Et l'hiver, pour moi, maintenant il fait le froid. Mais c'est sûr que comparé au Québec, vous êtes super bien, vous les Québécois ici. Donc c'est vraiment... c'est sûr qu'on n'est pas ici, donc chose à faire, il faut juste avoir les sous. Alors c'est ce qui conclut notre vidéo questions et réponses. Si vous avez aimé la partie 1 et la partie 2, ou si vous avez aimé la partie 2 autant que vous avez aimé la première partie, peut-être que Romain et moi nous pourrions faire plus de vidéos. Si vous êtes intéressé, si oui, laissez vos commentaires en bas, ou sinon vous pouvez, je sais pas, si vous avez des idées ou d'autres questions, pourquoi pas faire une autre vidéo. Vous pouvez partager les 2 vidéos si ça vous tente. Il y a peut-être des questions que nous n'avons pas répondu, ou peu importe, je m'en excuse énormément. J'ai été énormément débordée de plein d'événements et je suis quand même assez occupée. Ça va être bientôt le temps des cerisiers au Japon, donc les fameux sakura, les arbres roses que la plupart des gens connaissent et qui aiment le Japon, et que la plupart des gens qui aiment le Japon aimeraient venir les voir ici au Japon. Il y en a peut-être entre vous qui ne savent pas que j'ai ma propre petite entreprise, mon petit magasin en ligne qui s'appelle Momosagi, que vous pouvez aller voir ici. Voici mon premier produit qui va être posté le 1er mars 2015. Il va y avoir d'autres créations, non seulement il va y avoir d'autres modèles d'étuis. Celui-ci, il est quand même assez grand. Et puis, un très beau, une très belle fermeture éclair. Et à l'intérieur, c'est mauve et il y a une poche. Donc, si vous voulez mettre, je sais pas moi, votre miroir, ou vous pouvez vous en servir aussi pour mettre des crayons. Besoin d'être pour seulement le maquillage ou ces choses-là. Donc, si vous voulez aller voir ma page, vous pouvez aller voir ma page au www.momosagi.etsy.com. Je vous invite à partager la page et à aimer ma page aussi sur Facebook. Je prends aussi les commandes spéciales. Donc si vous aimez les modèles mais vous n'aimez pas beaucoup le tissu, on peut s'arranger ensemble ou sinon recommencer tout à fait un modèle à votre goût. Donc merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt.